Alors voilà, notre émission portera en majorité ou en majeure partie aujourd'hui sur ces événements qui sont survenus récemment dans la région attendez un petit peu que je me replace là. Vous savez qu'il y a une famille originaire de Lac-Beauport dans la région de Québec, excusez-moi, qui a été décimée dans les attentats de Ouagadougou au Burkina Faso. Gladys Chamberlain, son conjoint Yves Carrier, 65 ans, de même que leur fils Charles-Lee et sa demi-sœur Maude ont été tués lorsque 3 djihadistes ont attaqué le restaurant Splendide ainsi que le café Cappuccino de la capitale. Maintenant, le père Placide Aimé Ngoumou, qui est avec nous aujourd'hui, peut-être que les gens le reconnaissent parce que il officie actuellement pour la paroisse Saint-Thomas, on l'a vu cet été, et là, il remplace le curé Michel Talbot, qui est en sabbatique pour 2 mois. Bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Merci. D'abord, je présente parce que je pense qu'il a besoin de présentation parce qu'il connaît bien la région dont on parlera dans quelques instants. Il est prêtre, il est natif du Cameroun, incardiné dans le diocèse de Bandoro en République centrafricaine. Il est au Canada depuis septembre 2015. Il a suivi un programme d'études de 2 ans à l'Université Saint-Paul à Ottawa. À la fin du programme d'études, en juin 2015, après avoir parlé avec Monseigneur Yvon Moreau, évêque de ce diocèse de Sainte-Anne, il a obtenu de l'évêque la permission de rester ici et de servir comme prêtre pendant 1 an. Et vous savez, on a parlé beaucoup du problème des églises. On va en parler, ça fait partie de l'entrevue, de ce problème de prêtre. Et le père Placide Ngoumou est avec nous justement pour nous donner un coup de main parce qu'on manque de prêtres dans notre comité ou comté pastoral. Bonjour, je pense avoir fait le tour là, de la présentation. D'abord, les événements qui sont arrivés, on pensait que le terrorisme c'était seulement pour les autres, mais là, ça vient de nous toucher. Parlez-nous un peu, parce que ces gens-là de Lac-Beauport sont allés dans cette région-là pour aider à construire des écoles. Parlez-nous un peu, parce que vous connaissez très bien. D'abord, vous venez de quel endroit par rapport à cette région de Ouagadougou? Oui, moi je viens de l'Afrique centrale, du Cameroun, et Ouagadougou c'est en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes menaces. En Afrique centrale, nous avons Boko Haram et en Afrique de l'Ouest, dans la bande sahélo-sahélienne où se trouve le Burkina, le Niger, le Mali et autres, c'est Al-Qaïda au Maghreb. Donc ce sont les mêmes gens qui font le même travail, mais à des endroits différents. Donc les causes sont les mêmes, les effets sont les mêmes, nous les ressentons de la même manière. OK. Oui. Maintenant, parlez-nous de ce qui se passe là-bas, parce que c'est un peu inattendu que les terroristes frappent dans des régions, est-ce qu'on peut dire pauvres, oui, peu développées? On peut dire pauvres, peu développées, mais c'est même là où naît le terrorisme. Parce que vous voyez, lorsque vous êtes dans une région pauvre, où sévit l'injustice, où il y a l'illégalité, la violence naît d'elle-même. Et la violence, c'est déjà le terrorisme. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine intellectuel, dès qu'il y a un peu de violence, le terrorisme naît de lui-même. Donc ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans cette bande-là sahélo-saharienne, où se développent toutes sortes de trafics, sont presque oubliés, abandonnés. Les conditions de vie sont dures. Alors, ceux qui viennent d'ici, par exemple, ceux qui partent du Québec, c'est pour aider cette population-là à se sentir, j'allais dire, hommes et femmes, donc à être considérés comme des êtres humains en leur apportant de l'eau, en leur apportant l'éducation et bien d'autres choses. Donc, elle a besoin de l'aide, les gens vont pour aider et en même temps aussi, il y a ces terroristes-là qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire un nom, qui réagissent contre ces gens-là. En fait, je crois que c'est pour interpeller le monde entier, ce qui se passe à Ouaga, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe ailleurs. C'est la personne humaine qui est au cœur de tout ça. Et lorsque la personne humaine est touchée dans sa chair, dans son esprit, il y a nécessité que les forces, ceux qui sont forts, interviennent aussi. Je crois que voilà pourquoi tout cela se passe en Afrique. Et vous savez, l'Afrique n'a pas suffisamment de moyens de se défendre. Donc, pour nous défendre, notre force vient de l'Europe. Et je crois que ça justifie un peu tout. Oui. OK. Maintenant, ces gens-là vont pour construire
il n'y a pas de danger que les gens disent, ben écoutez, moi, je n'irai pas là pour attenter à ma vie, je ne prendrai pas de risque. Il n'y a pas de danger que ça permette que des gens iront plus pour aider ces pays en développement? Oui, le danger est là, le danger est là. Si ces gens-là ne sont pas protégés, certainement qu'ils ne vont plus partir pour aider. Mais s'ils y vont, il y a aussi l'amour qu'ils ont pour ces gens qui souffrent. Donc, ils essaient de partager leur technique, ils essaient de partager leur intelligence, leur savoir avec ces gens-là qui sont pauvres pour les sortir de cette situation-là. Ce sont des gens qui sont abandonnés. Nos États n'ont pas de moyens pour subvenir à tous nos besoins. Alors, il y a des volontaires qui y vont avec leur propre argent, qui injectent cet argent-là pour le développement de telle ou de telle région. C'est un peu surprenant ce que vous... On est en 2016. Moi, quand j'étais jeune, on me parlait de ces pays qui avaient besoin de gens pour aller construire des écoles, prêcher. Comment ça qu'en 2016, on ait encore ces besoins-là? Et là, ce que je comprends, ce que j'entends de vous, c'est que les besoins sont encore criants dans ces pays-là. Oui, les besoins sont énormes. Nous aurons toujours besoin de l'aide parce que nos États n'ont pas suffisamment de moyens qu'il faut. Bon, peut-être qu'il y a des moyens, il y a aussi beaucoup de besoins. Mais il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, pour les forages, pour les points d'eau, qui ne font que ça. L'État a beaucoup d'autres préoccupations. L'État s'occupe de tout le monde. Mais ceux qui partent d'ici, les volontaires qui partent d'ici, s'occupent d'une population déterminée à un endroit précis. C'est un peu ça la différence. Parce que si on attend tout de l'État, ça prendra encore des années et des années. On ne sait pas si ça va passer. Or, lorsque la coopération se passe d'individu à individu, c'est direct, c'est faisable à temps. Parlez-nous un peu de votre formation à vous, parce que là, on dit qu'on a besoin là-bas de gens, et vous, c'est le contraire. Vous emmenez ici... Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené ici chez nous. Moi, je suis venu d'abord pour les études à l'Université Saint-Paul. Donc, en été 2013, n'ayant rien à faire pendant les vacances, j'ai donc écrit à Monseigneur Moreau en lui demandant si je pouvais venir aider pour le ministère. Il a accepté, il n'était pas d'ailleurs le seul à accepter, d'autres avaient accepté, mais comme c'était le premier à accepter, je suis venu directement ici, j'ai été bien accueilli, je me suis senti très bien. Alors, à la fin des études, j'ai demandé à mon évêque, à moi, Monseigneur de Bandoro, si c'est possible de me donner la permission de faire vraiment une expérience pastorale dans ce diocèse. Pas maintenant pour les études, parce que les études, je n'en parle plus. Je parle maintenant d'une autre approche pastorale que je suis en train de vivre. Et donc, il a accepté et il m'a dit, je te donne 1 an, donc jusqu'en août 2016, et après, tu reviens dans mon diocèse, donc après, je repars à Bandoro. Ce qu'il faut dire, c'est que tout a été programmé par l'Église, hein. Tous ces problèmes-là, le manque de prêtres, comment suppléer à ces problèmes-là. Alors, il y a toute une procédure. Je ne suis pas ici de moi-même, ni par la volonté seule de Monseigneur Moreau. Donc, je demande d'abord la permission à mon évêque d'origine. S'il accepte, maintenant, je présente cette permission-là à Monseigneur Moreau, qui l'approuve. Et là, maintenant, je peux être considéré comme prêtre fidèle donum dans le diocèse de la Pocatière. Si je n'ai pas ces 2 permissions-là, je ne peux pas exercer comme prêtre. OK. Ben oui. On manque de prêtres. Vous savez qu'on a, et vous avez sûrement entendu parler du problème qu'on vit ici au Québec, et au Canada aussi. Est-ce que les besoins sont aussi criants dans votre pays? Disons que nous avons beaucoup de prêtres, mais aussi nous avons beaucoup de besoins. C'est-à-dire, il y a plus de monde? Il y a plus de monde, il y a plus de besoins, et il y a de nouveaux besoins qui se présentent, ce qui fait que, numériquement, nous ne sommes pas tous disponibles pour satisfaire à tous ces besoins-là. Donc, nous aurons toujours besoin de prêtres. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que le Canada, par exemple, le Québec, en a plus besoin que nous. Oui, c'est ça. Mais je crois que ce n'est pas un souci en tant que tel, parce que, comme je le disais tantôt, tout a été organisé par l'Église. Donc, l'Église avait déjà donné des solutions avant. Et je crois qu'il suffit juste d'entrer dans ce que demande l'Église pour avoir des prêtres au Québec. C'est ça le problème. Donc, il faut entrer dans la procédure de l'Église. Ça se passe avec les évêques. Donc, quand l'évêque demande, c'est possible qu'il y ait d'autres vocations d'ailleurs qui viennent. Et moi, je dis souvent que, vous savez, le Québec a beaucoup donné à l'Église universelle.
beaucoup de missionnaires. Moi, j'ai bénéficié de la formation des frères des écoles chrétiennes qui sont du Québec. Alors, je me dis, à ce moment-là, ils sont allés semer. Ils ont semé, maintenant, ils sont rentrés chez eux. Ils sont en train maintenant de récolter. Le temps de la semence est passé, le temps où le Québec envoyait des missionnaires pour semer, et maintenant le Québec est en droit de récolter. C'est comme ça que j'essaie de voir les choses de façon assez simple et assez imagée comme ça. Pour moi, c'est facile à comprendre, peut-être aussi pour les gens. Oui, il ne faut pas chercher à trop compliquer. Donc, moi, je dis semence, récolte, point. On va revenir, il va rester avec nous le temps de passer aux anniversaires, puis on va continuer. Moi, ce que je voudrais parler avec vous, Père Ngounou, c'est de la ferveur des gens par rapport à votre pays et ici. Est-ce que la différence de la religion catholique ici par rapport à votre pays, est-ce que les gens pratiquent? C'est ce qu'on va... On va en parler de ça un peu après la pause des anniversaires. Alors, il demeure avec nous. J'ai bien des questions pour lui, alors on le garde avec nous pour jusqu'à une dizaine de minutes encore. Je vous rappelle que notre invité ce matin est le Père Placide Aimé Ngounou, qui nous vient du Cameroun. Il est prêtre. Il remplace actuellement le Père, pas le Père, mais le curé Michel Talbot, qui a pris une sabbatique de 2 mois. La religion catholique, par rapport à notre pays, comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que les gens sont aussi fervents? Est-ce qu'on vit les mêmes problèmes dans votre pays qu'on vit actuellement chez nous? Je pense que nous avons c'est la même religion, hein? La religion catholique, elle est une, catholique et apostolique, comme le dit le credo, mais la différence se trouve sur la manière de vivre cette religion-là. Donc, en Afrique, par exemple, notre foi est expressive. Donc, nous chantons beaucoup, nous dansons pendant les cérémonies. Or qu'ici au Québec, c'est un peu froid. On vit la religion beaucoup plus à l'intérieur de soi-même. C'est l'impression que moi j'ai. Bon, on chante peu, on ne danse presque pas. Je crois que c'est à ce petit niveau-là que se trouvent les différences. Sinon, la foi catholique reste la même. Oui. Est-ce qu'on a les mêmes besoins criants de prêtres dans votre région? Oui, comme je le disais, il y a toujours le besoin, puisque à chaque époque naissent de nouveaux besoins. Donc il faut des prêtres pour répondre à ces besoins-là. Donc il faut des prêtres formés pour répondre à ces besoins-là. Voilà pourquoi, au fur et à mesure que nous avons de nouveaux prêtres, il faut envoyer peut-être des anciens aux études pour se former à affronter les nouveaux besoins pastoraux, les nouveaux défis pastoraux. Il y en a toujours. Par exemple, maintenant, nous avons ce problème de réfugiés-là. Comment s'occuper de nos réfugiés en tant que prêtres? Dans nos séminaires, nous n'apprenons pas ça. Donc, il faut maintenant aller apprendre ailleurs. C'est un nouveau besoin, c'est un nouveau défi pastoral que nous devons affronter. Donc, de nouveaux prêtres, beaucoup de prêtres, mais aussi beaucoup de défis à relever. Est-ce que votre rôle est plus d'éduquer, d'enseigner, parce que ce qu'on voit, c'est que là, on doit construire des écoles. Les besoins sont très différents des nôtres parce que ce sont des pays en voie de développement. Alors, les besoins des prêtres sont différents de ceux d'ici. Évidemment, parce que dans notre diocèse, par exemple, le prêtre est tout. Quand tu vas en pastoral, tu as en même temps un médecin du corps, parce qu'il faut prendre quelques cachets d'aspirine ou de nivaquine pour lutter contre le palu. Bon, tu es en même temps médecin des âmes, parce qu'il faut aller entendre les confessions, donner des conseils, et en même temps, tu es l'ambulancier, tu fais tout. Donc, quand tu es prêtre, tu dois t'attendre à vivre tout cela avec des gens. Donc, quand tu y vas, il faut t'apprêter à répondre à tous les besoins, et les besoins spirituels, et les besoins matériels. Même au niveau des écoles, nous sommes parfois obligés de mettre la main dans la pâte parce que nous avons, j'allais dire que l'État est presque en faillite. Donc l'éducation est entre les mains de l'Église. Dans les coins les plus reculés, depuis par exemple que nous avons commencé la guerre il y a 3 ans, l'État est en panne. Donc l'éducation, en ce qui concerne l'éducation, dans les coins les plus reculés où l'Église se trouve, l'éducation est entre les mains de l'Église. Il se pose donc un problème d'enseignants. Les enseignants ne sont pas prêts. Généralement, les enseignants préfèrent les villes. Alors, quand tu te retrouves prêtre, curé d'une paroisse, en campagne, je crois à 450, 350 km de la capitale, tu es obligé de t'y mettre. Tu es obligé de t'y mettre. Moi, je n'ai pas de diplôme enseignant, mais
en cas de besoin, je suis obligé d'enseigner. C'est un peu ça. Il faut être prêt à répondre à tous ces défis-là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez la formation d'enseignant? Je n'ai pas la formation d'enseignant en tant que tel, mais ce qu'on enseigne, moi-même, je l'ai appris, je l'ai enrichi, mais ce qui me manque, et il faut le reconnaître, c'est la pédagogie. Oui, la manière d'enseigner, c'est ça, parce que moi, je ne suis pas passé par des écoles, j'allais dire normales, d'instituteurs ou de professeurs, où on assimile la pédagogie, les méthodes d'enseignement. Moi, ça me manque. Il faut le reconnaître, mais si ce n'est que enseigner la science aux enfants, je peux le faire. Mais comment enseigner donc cette science-là? Donc je dois m'approprier moi-même ma propre pédagogie. Je dois me faire une pédagogie avec toutes mes limites pour pouvoir enseigner. C'est ça, parce que je ne suis pas passé par l'école des enseignants. Vous savez, l'Afrique, ça fait... Moi, j'étais tout petit que j'entendais parler là, de ce pays en voie de développement. Bon, il y a la guerre, vous parlez de l'État qui était presque en faillite. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va réussir à sortir ce pays de la guerre, qu'on va réussir à construire des écoles, qu'on va arriver à un pays où il fera bon vivre? Non, il fait bon vivre, hein? Il fait bon vivre. Lorsque tu arrives dans notre milieu, tu t'adaptes à nos cultures, à notre façon de faire, tu vas découvrir qu'il fait bon vivre. Nous sommes très contents de vivre dans ce milieu-là. Ah. Mais cependant, lorsque nous essayons de faire des projections par rapport aux autres, nous nous rendons compte que nous sommes en retard. C'est là le problème. Donc, quand tu viens chez nous, dis-toi que je vais chez eux, alors je vais vivre comme eux. Là, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous venez chez nous pour vivre comme chez vous, évidemment que vous aurez beaucoup de difficultés. Mais vous qui avez vécu les deux, là, parce que vous allez retourner un jour dans votre pays, oui, vous n'avez pas peur de trouver ça difficile? Parce que on est gâté un peu ici. Évidemment, vous êtes gâtés. On est gâté beaucoup. Bon, tant qu'on est là, on se gâte aussi, mais quand on va retourner chez nous, on va reprendre notre rythme. C'est ça. Chaque endroit, bon, dis donc, on dit quoi? Autre lieu, autre mœurs, donc il faut le comprendre. C'est comme ça, il y a toujours cette cassure-là. Il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. Bon, vivre ici, c'est bien, mais il faudra bien partir. Je vais partir, ça c'est sûr, peut-être au mois d'août. L'année prochaine, je dois repartir. Vous êtes prêt? Ça fait partie de votre... votre objectif? Il faut vivre avec cela. Il faut toujours se dire que je vais partir chez moi. Je ne suis pas venu pour m'éterniser. On m'a envoyé pour les études. Alors les études sont terminées. J'ai demandé une rallonge d'1 an. On me l'a accordé. Ce n'est pas sûr qu'on va encore rallonger. Ça, c'est sûr. Et moralement, psychologiquement, je sais que je dois partir. C'est ça. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez nous? Oh, il y a l'accueil, par exemple, qui est appréciable. Il y a cette chaleur humaine-là qui est aussi appréciable. Il y a, disons, moi j'allais dire, beaucoup de facilités dans le transport. C'est essentiel pour l'homme, mais il faut dire qu'on ne peut se sentir mieux à l'aise que chez soi. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Puis, on vous souhaite un bon passage parce que là, vous êtes pour la pastorale de Saint-Thomas pendant 2 mois. Pendant 2 mois, après ça, Saint-Jean-Port-Joli pendant Montmagny-Nord pendant 2 mois. Puis après ça, Saint-Pamphile. C'est ça. Parce que les gens de Saint-Pamphile nous regardent également. Oui. Alors, vous serez à Saint-Pamphile pour 2 mois. Donc, ça devrait être là, votre séjour ici à la fin du mois d'août. C'est ça. Bien, bon passage chez nous, puis merci d'être avec nous, parce qu'on a besoin d'aide. OK. On a vraiment un problème de relève du niveau de la pastorale, au niveau des prêtres, alors on apprécie que vous soyez avec nous. Merci, je vous dis merci de m'avoir permis de passer en direct sur une chaîne de télé. C'est ma première fois. Oui. J'avais beaucoup d'appréhension, mais j'espère que vos milliers, nombreux téléspectateurs ont été satisfaits par... ma petite et modeste intervention. Alors, je vous salue. Merci. Bonne année à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez rencontrer le père Placide Aimé, ça s'écrit Ngoumou, mais ça se prononce Goumou. Oui. C'est ça? Alors, le père Placide Aimé Goumou, qui était avec nous pour la paroisse Saint-Thomas, encore pour 2 mois. Et après quoi, il sera à Saint-Jean-Port-Joli remplacer le curé Ouellette et après ça à Saint-Pamphile pendant 2 mois. Donc, voilà son passage chez nous. Merci d'avoir été avec nous.